Hola, muy buenos días, buenas tardes. Bonjour à tous. Merci de vous connecter à cette session d'information de l'Organisation panaméricaine de la santé sur la pandémie par COVID-19 dans la région des Amériques ce mercredi 28 juillet. Je suis Sébastien Noliel du département de communication de l'OPS et cette session durera environ 1 heure, comme toutes les semaines. Nous avons déjà reçu vos questions par courriel et également, vous pourrez poser vos questions en direct et à travers le forum en cliquant sur le bouton Q&A. Nous vous demandons de ne pas oublier d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. Je vous rappelle également que nous avons de l'interprétation simultanée vers l'anglais, le portugais et le français et que vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter en cliquant sur le bouton Interpretation. Aujourd'hui, la directrice de l'OPS, le docteur Carissa Etienne, vous parlera de l'évolution du COVID-19 dans les Amériques et les disruptions qui se passent au sein des services de santé en tant que conséquence de la pandémie. Avec le docteur Etienne, nous avons le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires de l'OPS, et le docteur Sylvain Aldiguerrière, directeur des incidents pour l'OPS. J'invite maintenant le docteur Etienne pour sa présentation et ses remarques hebdomadaires. Merci Sébastien, merci de nous rejoindre à cette conférence de presse. La dernière semaine, plus de 1 260 000 personnes ont été touchées par la Covid et près de 29 000 morts ont été signalés sur le continent américain. La Covid continue à être dévastatrice dans notre région, en Argentine, en Colombie, à Cuba, en Équateur, au Paraguay. Ce sont les pays parmi lesquels qui enregistrent le plus fort taux de morts au monde. Les cas ont plus que doublé aux États-Unis cette semaine dernière, et surtout entre les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Les États mexicains de Baja California Sur, Quintana Roo et Yucatan signalent également une augmentation de leurs infections. En Amérique centrale, les cas sont en accélération au Guatemala et ils sont encore très élevés au Panama. Dans les Caraïbes, Cuba connaît des taux plus élevés d'infections et de morts à cause de la Covid qu'à tout autre moment de la pandémie. Toutes les tranches d'âge sont touchées. La semaine dernière, plus de 7 000 mineurs et près de 400 femmes enceintes ont été testés positifs à la COVID-19. Les cas sont en décroissance dans plusieurs pays sud-américains, même s'il y a des foyers qui ont été signalés dans les provinces argentines à la frontière de la Bolivie et du Chili et dans la région amazonienne en Colombie. Covid continue à circuler. Trop d'endroits ont assoupli leurs mesures de santé publiques et mesures sociales qui se sont pourtant révélées efficaces contre le virus. Et les gens se déplacent plus facilement et sans précaution, et la Covid reste là, elle est toujours là. En même temps, notre région n'a pas encore accès aux vaccins dont elle a besoin pour maintenir nos populations en sécurité. Seulement 16,6% de la population latino-américaine et des Caraïbes a été totalement vaccinée contre la COVID-19. Et alors que la couverture vaccinale est plus importante dans les pays comme les États-Unis, le Chili et l'Uruguay, elle reste en dessous de 20% pour la moitié, plus de la moitié des pays et des territoires de notre région. Les pays ont consacré des ressources, du personnel et leur attention pour répondre à la pandémie de la COVID-19, mais beaucoup ont été pressionnés pour se faire des pressions pour maintenir d'autres services essentiels de santé dont les gens ont besoin. Dans une récente enquête sur les services de santé dans notre région, 97% des pays et territoires qui ont participé à l'enquête ont signalé des interruptions. 45% ont signalé des interruptions
dans au moins la moitié de leurs services de santé. Ces interruptions ont exercé un impact désordonné sur notre premier niveau de soins. Ce premier niveau de soins est la base de nos systèmes de santé. C'est là où les enfants se rendent pour se faire vacciner, que les femmes enceintes font leur bilan prénataux et que les gens qui ont des problèmes chroniques reçoivent leurs médicaments. C'est là également où il y a les tests contre la COVID et le traçage. Ces interruptions au premier niveau de soins ont empiré au cours de cette pandémie et les conséquences sont assez dévastatrices, surtout pour les campagnes de vaccination de routine. Plus de 300 000 enfants, surtout au Brésil et au Mexique, ont raté leur vaccination de routine l'an dernier, qui les rend plus vulnérables à des infections qui sont mortelles, mais pourtant que l'on peut prévenir. Nous observons également des chutes dans les vaccinations contre la rougeole dans notre région. La couverture de la première dose du vaccin de la rougeole est tombée de 10% dans 8 pays des Amériques, y compris le Venezuela, le Panama et le Brésil, et de plus de 20% au Suriname. Si nous ne renversons pas ces tendances, nous courons le risque d'observer une avalanche de problèmes qui vont empirer sur le continent américain. Bientôt, la COVID-19 ne sera plus la seule crise de santé qui va requérir l'attention de nos pays. C'est la raison pour laquelle nous enjoignons les pays à garantir que leur réponse à la COVID-19 ne se fait pas au prix d'autres services essentiels de santé comme les campagnes de vaccination de routine. Ces services ne sont pas facultatifs. Par conséquent, les pays doivent les maintenir en même temps qu'ils essayent de contrôler la pandémie de COVID-19. L'OPS travaille main dans la main avec les gouvernements de notre région pour les aider à s'ajuster et à repenser comment ils fournissent ces premiers soins au premier niveau. De nombreux systèmes de santé, y compris au Chili et au Pérou, ont adopté la télémédecine et d'autres ont lancé des programmes de soins pour les communautés pour que les patients puissent continuer à être vus par des professionnels de santé à partir de chez eux. Mais comme les demandes vis-à-vis de nos systèmes de santé sont en augmentation, les pays doivent embaucher et former du personnel et garantir que chaque professionnel de santé dispose des outils et des ressources pour pouvoir faire son travail de façon sûre pendant la pandémie. Il est également important de garantir que les travailleurs et les professionnels de santé sont rémunérés de façon équitable pour leurs efforts extraordinaires. Le Chili, par exemple, a approuvé une augmentation récemment pour les professionnels de santé qui ont été tellement importants pour la réponse à la COVID. Nous savons que le contre-coup économique de cette pandémie force les pays à faire des choix difficiles en ce qui concerne les priorités pour les dépenses, mais nous ne pouvons pas faire des économies sur la santé parce que, ne vous trompez pas, tôt ou tard, les pays payent le prix de ne pas avoir investi dans la santé. C'est la raison pour laquelle investir dans le premier niveau de soins est un choix intelligent pour que nous puissions renverser les tendances de façon plus efficace et de façon plus équitable au lieu d'attendre que les crises de la santé se produisent. Comme l'adage le dit bien, une once de prévention vaut une livre de traitement. C'est également vrai pour la santé. La prévention est beaucoup plus économique que le traitement. Alors que les pays cherchent des financements pour lutter contre la COVID ou des emprunts de la part d'institutions financières, ils doivent également investir dans ces premiers niveaux de soins qui est un composant essentiel de la réponse à la COVID-19. Les pays doivent donc garantir que les soins deviennent plus accessibles en réduisant leurs menus dépenses, parce que personne ne devrait avoir à choisir entre sa santé et le budget pour sa famille. Aujourd'hui, nous commémorons la Journée mondiale contre l'hépatite, et ce qui nous rappelle que trop de gens n'ont pas encore accès aux services essentiels dont ils ont besoin pour vivre et vivre en bonne santé. Donc, alors que nous continuons à être défiés par la COVID-19, nous devons garantir que nos réponses ne vont pas aggraver
le fossé qui existe dans l'accès à la santé, en garantissant que nos systèmes de santé disposent des ressources dont elles ont besoin pour rester résilients, en engageant les investissements nécessaires. Et depuis longtemps, dans nos systèmes de santé, les pays peuvent répondre de façon sûre à la pandémie et garantir que les gens restent en bonne santé et les protéger d'autres nombreuses maladies. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous passons maintenant aux questions et aux réponses. La première question qui nous est arrivée nous vient de Rosemary Bernal, journaliste de l'agence Prensa Latina. Elle demande si l'OPS recommande-t-elle la vaccination contre ce coronavirus chez les femmes enceintes et les mineurs. Elle veut savoir également s'il y a des données sur la vaccination de ce groupe et demande quelles sont les exigences minimales de sécurité pour les propositions de vaccins COVID-19 visant à immuniser ces deux populations vulnérables. Merci de ces questions. Les critères de sécurité pour les vaccins sont les mêmes pour tous les groupes. Les vaccins doivent passer par les essais cliniques de phase 1, 2, 3 et commencer par les adultes, la vaccination, parce que les adultes sont ceux qui courent le plus grand risque de contagion. Mais nous avons déjà des études de phase 3 pour les adolescents et quand ils ont demandé l'autorisation et ils ont reçu l'autorisation pour l'utilisation chez les adolescents. C'est par conséquent les mesures de sécurité d'une manière générale. Pour les femmes enceintes, on ne fait pas d'essais cliniques sur des femmes enceintes. On évalue les vaccins et les vaccins de COVID-19, il n'y en a aucun qui est un virus vivant. Donc, généralement, c'est qu'il s'agit de vaccins qui soient sûrs pour être appliqués sur les femmes enceintes. Parfois, lorsque l'on vaccine des femmes et une population en général, certaines de ces femmes étaient enceintes et ne le savaient pas. C'est pour cela qu'il faut évaluer ces données pour pouvoir garantir ou confirmer la sûreté chez les femmes enceintes. Pour les stratégies de vaccination, il s'agit de deux groupes différents. Les femmes enceintes qui ont des facteurs de risque doivent faire partie des priorités de vaccination puisqu'il est confirmé que la mortalité maternelle a enregistré une croissance à cause des complications du COVID-19. Donc, il faut faire une évaluation des femmes enceintes qui ont une situation de par leur travail ou, par exemple, des femmes enceintes qui sont des médecins ou des infirmières qui travaillent dans des hôpitaux ou alors qui ont l'hypertension, au diabète ou obésité. Il faut observer ces situations de risque pour appliquer le vaccin. Les adolescents, d'une manière générale, ne sont pas un groupe prioritaire. Il faudrait prendre en considération les adolescents après avoir vacciné tous les adultes, parce que le premier objectif du vaccin est de réduire les décès et de sauver des vies. Par conséquent, les adolescents doivent rester pour après les adultes. Mais la situation de la vaccination dans les pays sont très différentes. Il y a par conséquent des pays où, une fois vaccinés tous les adultes, ils vont vacciner les adolescents. Les adolescents qui ont des morbidités de risque doivent être vaccinés parce qu'ils peuvent se bénéficier et diminuer le risque d'avoir une forme grave, de développer une forme grave de la maladie. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Rosemary Bernal de Prensa Latina qui demande, et Blanca Valadez du groupe militaire demande quelque chose de semblable. Pourriez-vous nous fournir des données actuelles sur la situation épidémiologique et la vaccination des enfants et des femmes enceintes dans la région? Merci. C'est une question qui est en rapport avec ce que vient de répondre le docteur Barbosa. Concernant les femmes enceintes, jusqu'au 21 juillet 2021, il a été reporté 258 000
femmes enceintes positives du virus SARS-CoV-2, y compris 2300 décès, 1300 décès. Ceci a été signalé par 33 pays des Amériques pour qui nous mettent les informations à notre disposition. Ceci nous montre un taux de mortalité de 0,93%. En ce qui concerne ce que nous a dit le docteur Barbosa, nous espérons que les campagnes de vaccination contre le COVID-19 se dirigera à ce groupe de population avec des mesures de distanciation sociale, l'utilisation de masques et se laver les mains également. Et ceci contribue à diminuer la mortalité. Concernant les mineurs, ce que nous savons, c'est que les enfants et les adolescents sont moins susceptibles à l'infection par SARS-CoV-2, mais qui font partie de la dynamique de transmission. Et le docteur Barbosa a expliqué les facteurs de risque chez ces adolescents. Lorsque les enfants, nous nous référons aux enfants, s'infectent, généralement, ils sont asymptomatiques et lorsqu'ils tombent malades, ils ont des formes légères avec des symptômes semblables aux maladies fréquentes dans cette tranche d'âge. Donc, utilisant les données des pays qui nous ont signalé des données, nous pouvons dire que dans les Amériques, 6% du total des cas qui n'ont été reportés a été constaté chez des mineurs. Néanmoins, certains mineurs peuvent développer un syndrome inflammatoire plus grave. Depuis le mois de mai de l'année dernière, 24 pays et territoires des Amériques ont signalé 6 681 cas confirmés, accumulés de ce syndrome inflammatoire multisystémique, y compris les décès également. J'espère que les informations que j'ai partagées aient répondu à la question de la journaliste. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Nicole Yapo de Bloomberg au Venezuela. Elle dit que le président Nicolás Maduro a déclaré ce week-end que les premiers vaccins achetés par l'intermédiaire de COVAX arriveraient dans le pays dès ce mois de juillet. Elle demande si l'OPS peut-elle le confirmer, cette date estimée pour l'arrivée de ces vaccins et la quantité à recevoir. Elle veut savoir aussi si l'OPS sait-elle approximativement combien de tests PCR quotidiens pour COVID sont effectués au Venezuela et demande si tous les tests antigènes qui sont passés par l'OPS ont-ils été utilisés. Docteur Ugarte, merci Nicole de cette question. Et les communications officielles entre le mécanisme COVAX et le Venezuela ont confirmé que les vaccins arriveraient entre le mois de juillet et le mois de septembre, aussi bien la Sinopharm que Sinovac. Pour que ceci puisse se passer, il y a des étapes à franchir. Je sais qu'ils sont en train d'accélérer le pas et le Venezuela recevrait une certaine quantité de vaccins la semaine prochaine. Et comme nous l'avions dit auparavant, il y a des ressources disponibles pour soutenir la mise en œuvre de ce vaccin parmi la population prioritaire dans le pays, conformément à ce qui a été fait. En concernant les tests PCR, nous n'avons pas de données spécifiques encore. Il y a certains tests d'antigènes qui sont disponibles et également au sujet de l'utilisation des antigènes, ces informations ne sont pas disponibles pour l'OPS en ce moment. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Violeta Villar de la web de la Salud. Elle dit le Venezuela vient de signaler 2 cas de variant Delta. Dans le cas du Venezuela, avez-vous signalé les cas à l'OPS? Et elle demande au sujet de variant Delta, elle demande au sujet des caractéristiques pour lesquelles il a une capacité de transmission plus élevée. Docteur Alighieri, s'il vous plaît.
Merci. Ce sont plusieurs questions et je vais essayer d'y répondre. Contrairement aux variants alpha, bêta, gamma pour lesquels nous avons des outils le PCR pour avoir une première orientation, la confirmation du variant delta demande un séquencement ou une séquenciation complète du génome SARS-CoV-2. Nous avons certains signes conformant le tamisage mis en œuvre, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas d'évidence de la circulation du variant Delta au Venezuela. Néanmoins, il est important de dire que grâce à la collaboration avec l'Institut de recherche scientifique au Venezuela, le Venezuela a augmenté sa capacité pour la surveillance génomique. Ainsi, à travers cet effort conjoint, on a réussi à démontrer la co-circulation de plusieurs variants, y compris les variants préoccupants d'alpha et en plus grande proportion variant gamma, qui est une des prépondérantes en Amérique du Sud. Concernant la deuxième partie de la question, qui concerne les caractéristiques du variant Delta, il y a plusieurs mécanismes à travers lesquels le virus SARS-CoV-2 a évolué pour améliorer son adaptation à l'humain et se transformer en plus transmissible. Les mutations dans la protéine qui s'appelle spécula ou spike en anglais. Ces changements, ces mutations peuvent être associés à une reconnaissance plus efficace des cellules humaines et ainsi la capacité d'infecter et de se transmettre d'un humain à l'autre également a augmenté. Ces marqueurs moléculaires continuent à être étudiés. Nous apprenons de plus en plus toutes les semaines au sujet des caractéristiques de ce virus. J'espère avoir répondu à votre question au sujet du Venezuela et du variant Delta. Merci, docteur. J'aimerais maintenant passer la parole à Kadine Joseph en direct, qui est éditeur à Kadine l'Observer Joseph, Medium éditeur de à santé Antigua et à Barbuda. Observer Kadine, Media à you have Antigua the et floor. Barbuda. Merci de me recevoir. Ma question est, quelle est la perspective de l'OPS sur les différentes normes et libertés entre les gens qui sont vaccinés et qui ne sont pas vaccinés? Est-ce que ces mesures vont être considérées comme étant une discrimination ou peuvent saper les efforts de santé publique? Docteur Barbosa, est-ce que vous pourriez répondre? Merci, Kadim, pour cette question. Nous croyons que le plus important, c'est de fournir l'information correcte aux gens. En fonction des pays, chaque pays a ses principes par rapport aux vaccins obligatoires à administrer dans ces situations. Mais il est très important que nous ne sommes pas dans une campagne de vaccination normale. Nous sommes au milieu de la pire urgence de santé publique de l'histoire. Nous sommes dans une situation dans laquelle beaucoup de groupes ont disséminé les fausses accusations divulgué contre les vaccins, ont répandu des campagnes de complot contre le vaccin. Nous travaillons avec les ministres de la Santé pour fournir les bonnes informations. Nous les encourageons à collaborer avec les journalistes des médias, mais nous travaillons également avec des gens qui peuvent garantir les accès aux médias sociaux pour que les actions, par exemple, d'infirmières puissent partager des informations. Je crois que c'est un grand défi. Je crois qu'il n'y a pas de solution très simple à ce problème très complexe. Donc, la meilleure solution est de fournir des informations claires et transparentes à la population, au grand public, aux professionnels de santé, afin de garantir qu'ils disposeront des vaccins qui pourront sauver leur vie, protéger leur famille
et soutenir leur pays pour qu'ils reviennent à une activité sociale et économique normale. Donc, c'est un défi très important. Et une fois de plus, on ne parle pas d'une campagne de vaccination normale. Il faut donner la priorité à la communication, il faut être innovateur et pour garantir que les gens reçoivent la bonne information sur les vaccins pour dépasser cette urgence vaccinale. Merci. Merci, Dr Barbosa. La question suivante nous vient de Stelling Romero de Confidencial au Nicaragua, demande si l'OPS a déjà signalé le Nicaragua au sujet de l'arrivée des vaccins et s'il y a des changements au sujet de l'arrivée des variants au Nicaragua. Docteur Ugarte, s'il vous plaît, merci beaucoup de cette question. Je vais répondre à ces questions. Au sujet de l'arrivée des vaccins, le docteur Alguigueri vous parlera des variants. Le Nicaragua est un des pays qui reçoit des dons de vaccins. L'OPS s'en occupe avec plusieurs autres pays pour que ceux qui ont une quantité disponible de vaccins qui ne soient pas contre-indiqués pour utiliser puissent les donner, les offrir. Certains pays tels que la Suède et l'Espagne ont donné des vaccins au Nicaragua. Par exemple, ce sont 134 400 doses d'AstraZeneca qui arriveraient au Nicaragua ces prochains jours. D'un autre côté, la communication est une communication entre COVAX et le pays directement. L'OPS est informé de ces communications et le COVAX a désigné environ 200 000 doses de Pfizer au pays et le pays a octroyé l'autorisation pour l'utilisation d'urgence de ce vaccin et ont arrangé les installations pour la chaîne de froid, mais également pour la distribution des vaccins qui ne recevraient que des vaccins de Sinopharm. Et tout ceci va se passer ces prochaines semaines. Dans certains cas, il est nécessaire de faire des ajustements supplémentaires pour le stockage des vaccins et la distribution des vaccins, mais également pour l'application des vaccins. L'OPS était en train de suivre tout ce programme d'immunisation au Nicaragua pour assurer également que le personnel est formé d'une manière adéquate et également est au courant de certains aspects techniques et nous soutenons également pour le processus d'information, l'inclusion de nouveaux vaccins, etc., des équipes spécialisées qui comprennent 200 infirmières et le personnel technique qui soutiennent la logistique du système d'information. Et nous avons reçu des informations que la dernière information que nous avons est que 250 000 personnes auraient déjà reçu la première dose et autour de 160 000 personnes auraient reçu la deuxième dose. Ces données seront mises à jour, bien évidemment, ces derniers jours de cette semaine. Au sujet des variants, je demande à mon collègue, le docteur Sylvain Alguigueri, qu'il réponde à cette question. Merci, docteur Ugarte. Le réseau régional de surveillance génomique est disponible pour tous les pays de la région. Il s'agit d'un réseau coordonné par l'Organisation panaméricaine de la santé. Dans ce contexte, nous avons fourni aux autorités de santé du Nicaragua et au centre d'urgence de diagnostic et de santé du ministère de la Santé, nous avons fourni les outils moléculaires et les sondes pour faire un premier tamisage des variants de haute préoccupation que nous avions détectés alpha, bêta, gamma. Il y a ces instruments
ces instruments à la disposition des autorités de santé. Deuxièmement, le réseau de surveillance génomique à un niveau régional a 6 laboratoires de référence qui peuvent aider tous les pays, sans exception, et les territoires à mieux caractériser la situation, y compris pour faire une séquençation totale du génome de SARS-CoV-2, qui est l'instrument de référence pour la confirmation de ceci. Ce sont les mises à jour que je peux vous donner concernant tous les variants. Merci beaucoup à tous les deux. Je passe la parole maintenant pour poser sa question en direct à Wesley Gibbings du Caribbean Media Corporation. Vous avez le floor. Merci beaucoup. De pays à pays, lorsque les personnes meurent, en considérant même dans la région Caraïbe, comment est-ce qu'on peut contribuer pour diminuer la mortalité dans la région? Merci, Wesley. Docteur Alguilieri, vous pourriez commencer. Merci, Mr. Biggins. Question avec un centre s'applique également au reste du continent. Vous avez deux aspects dans votre question. Le premier, la variation dans le taux des nouvelles infections et deuxièmement, les variations dans la mortalité. Pour ce qui est du taux des nouvelles infections, il est important de signaler que le principal facteur, ou facteur au pluriel, qui joue sur la dynamique est la stricte application des mesures de santé publique et concernant les voyageurs ou les multiples applications de ces mêmes mesures. La plupart des pays caribéens et des Caraïbes et des territoriens ont reporté des foyers de cas ou des cas sporadiques. Et au jour d'aujourd'hui, seulement 2 territoires signalent aucun cas. Bien sûr, je parle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a eu des évolutions dans les Caraïbes. Pour ce qui est de la disparité en termes de mortalité, le facteur le plus important, les plus importants sont d'abord l'accès aux services de santé et deuxièmement, l'organisation des systèmes de santé pour la mise en place de stricts protocoles concernant les patients qui vont de la quarantaine de contact, isolation, suivi des patients, statut des patients, détection précoce de complications et accès aux services de santé, accès à l'oxygénothérapie et aux médicaments en fonction de la norme de santé, accès aux professionnels de santé ou un institut de recherche en fonction de la phase. Donc, il y a tout un nombre, il y a une palette dans les services de santé qui ont une influence sur le taux de mortalité. De plus, dans certains pays ou les territoires grands, les facteurs d'accès aux services de santé, quand les soins primaires de santé sont renforcés, sont clés pour réduire le taux de mortalité. J'espère d'avoir répondu à vos inquiétudes, monsieur le journaliste. Merci, docteur. La question suivante nous vient de l'accès au vaccin dans la région et parmi elles de Vijani Ragovida de Vishani Ragovir, journal de Newsroom Guyana. Qu'est-ce que PAO fait pour augmenter l'accès au vaccin en Amérique latine et dans les Caraïbes? Merci pour cette question.
l'OPS travaille avec le mécanisme COVAX, par le mécanisme COVAX pour garantir que 25% des gens dans notre région sont vaccinés en 2021 pour combattre cette phase aiguë de la pandémie. Bien sûr, nous savons que ce n'est pas encore le cas, mais 20%, ce n'est pas assez. Nous voulons aller au-delà de cela, puisqu'il faut plus de vaccins pour vacciner au moins 70 à 80% de la population dans nos pays pour maîtriser la transmission de la COVID-19. C'est la raison pour laquelle l'OPS, grâce à son fonds rotatif, a récemment lancé un plan pour améliorer l'accès à plus de vaccins contre la COVID-19 pour les pays en Amérique latine et dans les Caraïbes, comme complément des efforts réalisés à travers le mécanisme COVAX et les dons d'autres pays. Nous travaillons avec des pays qui ont des doses disponibles pour faire en sorte qu'elles les donnent à des pays de notre région où on en a besoin le plus. Nous savons que cette année, la disponibilité des vaccins est limitée, mais l'OPS est en cours de négociation avec des fabricants de vaccins, ceux qui ont déjà reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS afin de garantir des doses additionnelles. Nous travaillons de toutes les manières possibles pour garantir le plus de doses pour les gens, les populations de nos régions, où les cas et les morts sont toujours les plus élevés au monde et où les taux de vaccination sont faibles. Le fonds rotatif de l'OPS est engagé dans le sens de faciliter l'accès aux vaccins, de même qu'à d'autres besoins comme les seringues ou l'équipement de la chaîne du froid pour garantir que les pays de notre région continuent à augmenter leur réponse. Notre proposition d'un achat direct de vaccins contre la COVID-19 à travers le fonds rotatif se comprend comme un effort complémentaire aux accords des pays avec le mécanisme COVAX et aux négociations bilatérales. Notre objectif est d'aider les pays à atteindre un taux de couverture qui est nécessaire pour contrôler la transmission. Cette initiative suit les mêmes principes qui ont été établis par le fonds rotatif de l'OPS ces 42 dernières années, depuis qu'il existe, des vaccins de grande qualité à des prix abordables, en suivant des principes d'équité, de solidarité et de transparence. Cette pandémie ne sera pas finie jusqu'à ce que chacun ait reçu le vaccin dont il a besoin pour les protéger contre la COVID-19 et surtout important de réduire les complications et les morts dues à cette maladie. Merci beaucoup, Dr. Etienne. La question suivante nous vient de Carolina Chimon de Deutsche Welle qui nous demande est-il libérer ou rendre les brevets libres de la partie d'Allemagne, ce ne serait pas pour rendre les choses plus faciles et d'avancer plus rapidement. Et elle veut savoir également quel a été le soutien des vaccins de la part de la Chine pour les vaccins en Amérique latine. Merci de ces questions. Je vais commencer par la deuxième. La Chine a fait des dons pour certains pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que maintenant, les États-Unis ont fait des dons bilatéraux à travers le mécanisme COVAX et d'autres pays tels que le Canada qui ont annoncé 8 millions de vaccins qu'ils vont donner à travers le mécanisme COVAX, l'Espagne, la France, c'est-à-dire, je pense que cet appel que la directrice a fait, cette demande a été très importante en disant qu'il est très important de partager les vaccins, les pays développés qui ont plus de vaccins que ceux dont ils ont besoin et pour que tous les pays puissent avancer d'une manière coordonnée et protéger tous les vulnérables. Nous avons également eu de bonnes démonstrations de solidarité avec les pays de la région. Nous partageons avec certains pays voisins des doses de vaccins, ce qui est très important pour que nous puissions avoir un accès plus équitable. Concernant la propriété intellectuelle des brevets, il y a des décisions des pays au sein de l'Assemblée générale
au sujet de la possibilité d'utiliser les flexibilités qui sont prévues dans la question de la propriété intellectuelle TRIPS et lors de la réunion qui s'est tenue à Doha il y a 20 ans. Les pays peuvent utiliser ceci conformément à leurs lois et maintenant, dans ce moment que nous sommes en train de vivre, il est important d'avoir une capacité qui soit plus décentralisée concernant la production des vaccins dans le monde. C'est-à-dire que les brevets de propriété intellectuelle sont très importants, mais il est très important de détenir et d'avoir la capacité de produire. Parce que avoir les brevets pour produire ne veut pas dire que les pays auront la capacité effective pour produire le vaccin. Et ceci peut prendre des mois ou même des années. C'est pour cela qu'il est important d'avoir la capacité à produire le vaccin. C'est pour ça que l'Organisation panaméricaine de la santé est en train de déployer un effort régional pour augmenter la capacité de production dans la région à travers de plusieurs initiatives, à travers des réunions avec les producteurs publics et privés, avec les ministères de la Santé. Nous aurons au mois d'août une réunion régionale de haut niveau sur cette question. Nous aurons au sein de notre conseil directif au mois de septembre un document pour la décision des pays au sujet de la question du renforcement de la capacité productive de la région. Et nous sommes en train de coordonner dans la région une initiative très importante qui est une plateforme pour partager la technologie de production des vaccins de ARN, qui sont les vaccins qui sont utilisés aujourd'hui pour le COVID-19. Certains producteurs utilisent cette technologie, telle que Pfizer, Moderna, mais cela peut être des vaccins qui seront utilisés à l'avenir pour lutter contre d'autres virus qui sont assez importants dans la région. Donc, nous avons déjà eu une première réunion pour partager cette plateforme. Nous avons reçu les propositions qui nous sont venues de la région que nous allons analyser et la directrice fera une annonce au sujet de cette initiative lorsque toutes les propositions seront réalisées pour tous les pays de la région. Mais l'idée, c'est d'avoir, en profitant des capacités que nous avons déjà, de soutenir les pays pour qu'ils fassent des efforts pour l'investissement, pour la formation et pour la capacité d'avoir une production partagée pour qu'il y ait un accès plus important de tous les pays de la région. Il est très important, par conséquent, de garantir que l'Amérique latine et les Caraïbes puissent profiter de la capacité qu'ils ont déjà et augmenter cette capacité non seulement pour la pandémie actuelle, mais également pour d'autres questions de santé publique. Merci. Merci. La prochaine question nous vient de Méline Ochoa du Mexique qui nous demande au sujet du feu épidémiologique du pays, bien qu'il se soit au feu rouge, il n'y aura pas de fermeture des établissements et demande si ce feu rouge a une fonction et quand est-ce qu'il y aurait un pic de contagion de COVID-19 dans le troisième pic qui a lieu, de la troisième vague qui a lieu au Mexique. Merci, Dr Alighieri, de votre question. L'OPS a été informé de certains changements récents concernant la méthodologie des feux qui sont en train d'être utilisés, qui combinent plusieurs indicateurs pour l'évaluation de risques, ces feux de signalisation. Nous comprenons que l'on a ajusté la pondération de certains indicateurs, tels que le taux d'occupation hospitalière et le nombre de cas actifs. Nous savons que l'évolution de la méthodologie a pour objectif d'éviter des fluctuations trop larges concernant les recommandations aux États. La mobilité, l'opération d'activités essentielles
également des activités non essentielles, l'utilisation de masques, activités de communication sur les risques, les ajustements pour la méthodologie des feux de signalisation auront pour conséquence une précision plus importante, une représentativité, une spécificité des indicateurs pour passer à des feux de signalisation couleur orange ou rouge. Et ceci permettrait un ajustement plus précis des activités économiques non essentielles concernant les tendances au Mexique. Fédéral et national, il y a plus de 3 semaines que le secrétariat à la santé du Mexique a partagé avec l'OPS son évaluation au sujet de la transmission. Pendant cette dernière semaine, on a observé une tendance d'augmentation dans la péninsule de Yucatan et Baja California du Sud et au district fédéral et dans d'autres États également. Il me semble important de dire que la dynamique de cette nouvelle vague, de ce nouveau pic de transmission pourrait être différente dans les différentes régions géographiques du pays et cela dépend bien évidemment du mouvement des populations et d'autres facteurs. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. La question suivante nous vient de Alina Dieste de l'agence AFP au sujet de Cuba, en anglais. Question de Aline Diaz d'AFP. Les cas et les morts dus à la COVID sont en grande augmentation à Cuba. Est-ce que vous pourriez commenter cette augmentation? Est-ce que la situation a empiré à Cuba depuis la semaine dernière? Est-ce que l'OPS est inquiète de la situation de la COVID sur l'île, sur cette île? Merci pour cette question, Dr. Ugarte. La transmission de la COVID-19 est toujours très active à Cuba. La situation l'an dernier, 9 333 cas ont été signalés, à peu près 1600 d'entre eux à la ville de La Havane. Les autorités sanitaires nationales à Cuba déclarent que cette augmentation de nouveaux cas est due au variant Delta. Et l'Institut national de médecine tropicale, COURI, a indiqué également que ce variant circule sur toute l'île. La situation a conduit évidemment à une augmentation du remplissage des secteurs de lits d'hôpitaux, mais à une augmentation de l'ouverture d'hôpitaux de campagne dans les provinces les plus atteintes. On arrive à une situation où Cuba doit relever des défis économiques importants et dans le secteur de la santé. Ces derniers mois, il y a eu des réductions significatives dans la disponibilité de certaines fournitures de certains médicaments contre la COVID-19, mais également contre d'autres médicaments dans tout le pays. Cuba actuellement enregistre un nombre record de toute la pandémie et nous espérons que le nombre de cas va continuer. Nous attendons à ce que ce chiffre continue à rester élevé. Nous espérons que le pays va réussir à réduire le taux de transmission et réduire son nombre de cas, mais les défis sont aussi continuer à exister autant pour la pandémie COVID-19 que dans les autres maladies. La campagne de vaccination, comme nous le savons, est en augmentation et atteint plus de parties de l'île. Donc, il y a plus de communes qui arrivent à vacciner leur population, autant pour le vaccin Abdallah qui a été approuvé par les autorités régulatrices cubaines. Merci.
Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient au sujet des masques. Ils disent que plusieurs pays d'Amérique latine ont appliqué des recommandations. Quelle est l'utilisation adéquate des masques? Et voilà la question qu'elle pose. Donc, certains pays ont mis en place des stratégies. Et quelle est l'utilisation correcte dans le sens de l'utilisation d'un seul masque ou de 2 masques? Ce qui est important, c'est que l'utilisation de masques fait partie d'un ensemble de mesures contre le COVID-19. Les masques doivent être utilisés en tant que partie intégrale qui comprennent l'adoption de toutes les mesures prévues dans les plans de réponse, la distanciation physique, éviter des endroits fermés et le contact direct avec des personnes, une ventilation, se laver les mains, couvrir sa bouche lorsqu'on éternue et beaucoup d'autres recommandations. L'utilisation de masques par l'OMS continue à être les mêmes et comprend l'utilisation de masques dans des endroits publics, y compris par ceux qui ont été vaccinés. Dans les pays, les agences de régulation des ministères de santé jouent un rôle clé pour garantir que les masques médicaux et non médicaux disponibles à la population répondent aux critères établis. Ce sont des masques de protection personnelle qui sont classés par masque chirurgical, médical ou, non, ou 95 ou non médical. Ces masques doivent répondre aux recommandations techniques et aux spécifications pour qu'ils soient considérés efficaces. Ces masques doivent être ajustés sur le visage pour éviter que l'air passe et diminuer le niveau d'infection. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun pays de la région n'a de recommandation pour l'utilisation de masques et les recommandations continuent à être les recommandations officielles de l'OMS. En outre, la recommandation de l'utilisation de masques doivent faire partie de l'ensemble des recommandations pour le COVID-19 à un niveau national, sous-national et local. J'espère avoir répondu à la question de la journaliste. Merci. Merci, docteur. Du journaliste, pardon. La question suivante nous vient de Tanya Smith-Alfred de Bahamas, en anglais. Elle dit le CDC a fait une nouvelle trouvaille, confirmée si le Centre de prévention des maladies d'Atlanta, si maintenant le variant Delta dissémine la COVID-19. Merci pour cette question. Non, ce n'est pas vrai. La transmission que nous avons aux États-Unis actuellement est surtout due aux personnes non vaccinées. Il n'y a aucune déclaration de la part du CDC d'Atlanta que cette nouvelle augmentation de cas serait liée aux personnes vaccinées. Nous savons depuis le début, puisque beaucoup d'études l'ont montré, que les personnes vaccinées sont capables de transmettre le virus. Le CDC hier, le Centre de prévention des maladies, ont publié de nouvelles directives qui réaffirment que les gens qui sont vaccinés sont pour protéger non seulement ne peuvent ne pas attraper, mais pas non plus transmettre et donc des organismes de santé publique ont également montré des études très larges montrant une comparaison entre les gens vaccinés et non vaccinés. Et les personnes vaccinées ont plus de 50% de moins d'infections graves dans le reste de leur famille. Donc, cette vaccination a un effet double. Elle protège les gens et peuvent prévenir
les formes graves ou l'hospitalisation et également réduit la probabilité que vous allez transmettre cette maladie à vos proches, à votre famille ou à votre communauté. Donc, ce n'est pas vrai que l'augmentation des cas est due aux personnes vaccinées. Ça n'a aucun sens, c'est absurde. Donc, hier, pour la 10e fois, ça a montré que toutes ces données ont montré que cette vaccination protège les gens et des formes graves, des hospitalisations également, protège les autres proches des personnes vaccinées. Donc, vaccinez-vous pour toutes ces très bonnes raisons, autant d'autoprotection et de protection de vos proches et de vos communautés. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Jason de MPA News. Je passe la parole à Jason pour qu'il nous fasse directement sa question. Une question sur Haïti. Est-ce qu'ils ont enfin reçu un vaccin? Vu les autres problèmes qui sont en train de doivent répondre vu l'assassinat de leur président. Quelle est leur capacité d'obtenir ces vaccins et de faire vacciner leur population, effectivement? Donc, est-ce que, professeur Gart, vous pourriez répondre? Oui, merci pour cette question. Oui, Haïti doit relever beaucoup de défis en ce moment. Les vaccins sont arrivés à Haïti grâce à la générosité des États-Unis. Et nous collaborons avec beaucoup de partenaires, surtout le ministère de la Santé et d'autres organismes sur le terrain. Et tous les vaccins ont été déjà distribués aux départements concernés. La vaccination est en cours dans les provinces du Nord et de l'Ouest. Au jour d'hier, il y avait 3000 personnes avaient été vaccinées et la planification de la campagne prévoit 10 sites de vaccination dans les provinces de l'Ouest et Port-au-Prince et dans 9 autres provinces, autres sites. Le ministère de la Santé, qui est le partenaire de l'OPS et d'autres, a prévu que des cliniques privées pourraient aussi administrer le vaccin en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Donc, même si nous sommes en plein milieu d'un contexte critique à Haïti, le ministre de la Santé et d'autres partenaires arrivent à continuer à développer lancer cette campagne de vaccination. Je crois que c'est une bonne occasion de souligner que la santé est un sujet sur lequel beaucoup de partenaires peuvent se réunir au profit de la population. Merci. Merci, docteur. Et nous arrivons à la fin de cette session d'aujourd'hui. Nous avons des questions qui concernent les variants Delta. En anglais, la question est: comment pouvons-nous arrêter de nouveaux flambées de transmission dues aux variants? Docteur Etienne, d'abord, laissez-moi vous remercier pour cette question pertinente. Il y a beaucoup de questions qui concernent ces nouveaux variants. Au jour d'aujourd'hui, nous avons tous les 4 variants préoccupants circulent dans notre région et ces variants préoccupants sont les variants alpha, bêta, gamma et delta. Les preuves scientifiques ont montré que ces variants préoccupants sont plus transmissibles que le virus originel. Deux d'entre eux, le variant alpha et delta, semblent représenter un risque augmenté d'hospitalisation. Le réseau de surveillance génomique de l'OPS a signalé la présence d'au moins un variant préoccupant dans 49 pays et territoires de la région. Pour l'instant, le variant alpha a été détecté dans 47 pays du continent américain, suivi par le variant gamma dans 31 pays, bêta dans 20 pays et le delta dans 20 pays. Donc, bien évidemment, les pays signalent
la circulation de plusieurs d'entre eux en même temps. Nous ne savons pas si le variant Delta va se devenir le variant prédominant dans notre région, comme c'est le cas dans certains pays. Mais laissez-moi vous dire que ça nous sert de rappel que cette pandémie n'est pas finie. Les preuves scientifiques que nous observons montrent que le Delta peut être 60% plus transmissible que le virus originel. Cela signifie que nous ne pouvons pas du tout assouplir nos mesures de santé publique. Plus ces variants transmissibles circulent au sein de nos communautés, plus et on va observer des flambées de cas et des gens vont mourir. Et les vaccins sont notre meilleur espoir d'arrêter cette pandémie et également de réduire l'apparition de nouveaux variants. La bonne nouvelle, c'est que les vaccins fonctionnent contre tous ces variants, y compris le variant Delta, et permettent de prévenir les manifestations les plus graves et la mort. La mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons pas suffisamment de vaccins pour arrêter, pour stopper la transmission. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que nous savons ce qui arrête les variants. Il faut maintenir toutes les mesures de santé publique en place, y compris l'usage de masques, la distanciation sociale, l'isolation des personnes contaminées, la quarantaine des cas contacts et la vaccination, quel que soit le variant qui circule. Plus le virus est transmis, plus la probabilité augmente qu'il génère des mutations. Et plus nous attendons, plus il y a la probabilité que des variants surgissent, plus il va circuler sans barrière et infecter de gens. Donc, réduire la transmission est la seule manière d'éviter une flambée de nouveaux variants préoccupants qui pourraient menacer les progrès que nous avons faits jusqu'à présent. Donc, nous sommes tous ensemble dans cette lutte et il y a encore beaucoup de choses que chacun d'entre nous peut faire. Vous savez, vous et moi savez ce que nous devons faire pour rester en sécurité. Donc, jouez votre rôle. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. C'est le moment de la solidarité, de faire preuve de solidarité. Rappelez-vous que nous ne serons pas tous en sécurité avant que chacun d'entre nous soit en bonne sécurité. Merci d'avoir assisté à cette réunion et au revoir. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre session d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pouvez continuer avec nous par courriel et trouver plus d'informations sur le COVID-19 et la situation dans notre région sur la page Internet de l'OPS paho.org. Et merci beaucoup et continuons à prendre soin de nous. Merci beaucoup.